Bonjour, donc on est à la Maison des Arts de Créteil et donc c'est mon exposition qui s'appelle How much can you carry? Combien pouvez-vous porter ou combien peux-tu porter? Et donc je voulais vous parler de la première image parce que c'est elle qui a été le déclencheur de toute la série. C'était pas du tout prévu que je fasse cette série, tout d'abord en Éthiopie. Où j'étais et je ne trouvais absolument pas l'inspiration parce que ce n'étaient pas du tout les références visuelles auxquelles j'avais l'habitude avant. Et c'est en marchant sur les routes, je me suis dit, comme je ne sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée, au lieu de rester toute seule dans ma chambre d'hôtel, je vais aller marcher. En marchant, et en marchant, et en marchant, j'ai suivi des fils de marcheuses et de marcheurs qui allaient et venaient d'un village à l'autre, parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures de marche, et souvent des femmes d'ailleurs, échanger des biens de première nécessité contre d'autres, du bois contre du lait, un peu de viande contre du blé. Et donc j'ai eu envie de leur rendre hommage parce que je les trouvais extrêmement belles, extrêmement fières de ce qu'elles faisaient. Donc voilà, on a Areu ici, à l'ouest de l'Éthiopie. Elle habite dans un tout petit village et je l'ai photographiée avec toutes ces stères de bois que j'ai mises en scène avec ce chevreau. C'était ma première image, j'avais aucune idée que j'allais faire cette série après. Donc un peu timide, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai postée sur les réseaux sociaux en me disant bon bah on verra bien, et j'en ai fait un petit tirage comme ça et que ce soit les gens sur place, qui avaient une culture très différente de la nôtre, que ce soit des gens âgés, des gens jeunes, ou des gens sur les réseaux sociaux, des gens très différents, ils ont tous aimé. Et je me suis dit, si des gens de cultures différentes, d'âges différents, de milieux socio-culturels différents apprécient cette image et ça résonne en eux, c'est que c'est une bonne idée et qu'il faut continuer. La première chose quand j'ai commencé cette série, c'est que moi, je n'avais jamais fait de portrait avant. C'était la première fois que je faisais des portraits. Donc j'étais assez angoissée de me retrouver face à face avec quelqu'un. Et on peut voir dans quelques images making-of que je ne suis pas du tout face à face. C'est-à-dire qu'en fait, autour de moi, il y a en général la totalité du village qui se bouscule pour participer. Et donc en fait, cette foule autour de moi me rassurait énormément. Voilà. Donc ça, on ne le voit pas dans l'image, mais moi, je sais quand je la vois que derrière moi, il y a même parfois un cordon de sécurité pour pas que les gens se jettent sur mon appareil photo. C'est aussi la première fois que je travaille en numérique. Avant, j'étais à la chambre photo, donc un procédé très lent, très solitaire. Et là, on est en numérique parce que je voulais que les gens sur place puissent voir immédiatement l'image et que je puisse éventuellement leur faire un tirage. Parce que souvent, on fait des photos et on les ramène en France, on est bien content, mais les gens sur place, ils se demandent qu'est-ce qu'elle en a fait, qu'est-ce que je suis devenue, quoi. D'autant plus que dans certains pays, quand on prend une photo, il y en a certains qui disent que ça vole l'âme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai imprimé un tirage et ce tirage, ils ont pu le garder dans leur maison, dans leur habitat, quel qu'il soit. Et comme il y a très peu de visuels, enfin de photos imprimées en général, souvent je me retrouvais ma photo trônait à côté du portrait de la grand-mère défunte. Voilà, donc c'était assez marrant. Après, concrètement, pour faire ces images, je me suis dit, ces gens, ils portent pas vraiment les choses comme ça. Mais moi, en tant qu'artiste, et non pas en tant que photojournaliste, qu'est-ce qui m'empêche de le mettre autrement? L'essentiel, c'est le résultat, c'est qu'on sente que voilà, il y a une charge. Donc, je le dis très ouvertement, les gens ne portent pas les choses comme ça, à quelques exceptions près sur certaines images. Donc, j'ai accroché des fils, des cordes, j'ai construit un pont et on a soutenu ce poids. D'ailleurs, on voit les cordes qui sont ici. Normalement, il y avait voilà, des cordes qui suspendaient le poids et je laissais un tout petit peu de poids pour que la personne, elle sente quand même que ça pesait un peu, parce que sinon ça fait vraiment faux si on surélève le tout. Donc voilà, donc le chevreau, il est vrai de vrai, il était là et il est très agile et donc il était juste là le temps de la prise de vue. Je travaillais avec des flashs pour figer l'instant et puis il est parti, il s'est sauvé et voilà. Donc je ne sais pas si vous imaginez la taille de la bâche, elle est immense.
pour vous dire l'importance de la bâche. Donc on a tissé ensemble des sacs de riz, des sacs de provisions. Le bas, il était beaucoup trop blanc, donc on a trempé ça dans de la boue, du thé, tout ce qu'on trouvait. L'histoire de Hanga, elle est importante pour moi, elle est très importante. Donc ici, on est en Indonésie, c'est la plus grosse communauté musulmane au monde. C'est vendredi, donc on s'habille bien. Donc elle a sa belle robe et donc je voulais faire cette dinette géante pour elle. On l'a positionnée. Et là, donc évidemment, j'ai accroché des fils, des câbles, tout ce qu'il faut pour soutenir ce poids. Et cette petite fille, je voulais qu'elle soit un peu fun, qu'elle rigole et tout. Et puis en fait, la manière dont elle s'est positionnée avec ses bras, avec ses pieds, avec son regard, ça me montre quelque chose de totalement différent. Ça me montre une petite fille qui a dû sûrement dans sa vie porter des choses aussi lourdes que ça. Et voilà, qui sait porter. Le regard me montre aussi qu'elle a un regard assez dur, assez lourd. Donc je pense que ces bassines, elles ne sont pas faites pour jouer, elles sont plutôt faites pour s'occuper de la maison avec, par exemple, sa mère, laver le linge, laver la vaisselle. Et donc voilà, elle a transformé mon image. Quand on fait une photo, il y a le personnage qu'on photographie, dans mon cas, ce qu'il a sur la tête. Mais il y a aussi le fond qui est fondamental. Une photo, elle peut être complètement ratée si le fond, il n'est pas justifié, il n'est pas réfléchi, choisi. Donc moi, j'avais choisi des bâches de marché, en fait, les bâches sous lesquelles se mettent les gens pour vendre ce qu'ils ont à vendre. Je trouvais que ces bâches, elles avaient une histoire, elles avaient une patine. Donc, j'ai demandé aux gens qui étaient sur le marché de me donner leurs bâches, en échange de quoi j'allais leur en racheter des neuves. Donc j'étais très contente avec mes bâches. D'ailleurs, on voit derrière, on voit il y a des petits trous, des petites choses. Elle est comme j'aime. Et donc, la semaine d'après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un quart de touristes qui est arrivé. Et les commerçants, en fait, essayaient de vendre leurs vieilles bâches pourries aux touristes parce qu'ils pensaient que ça y est, c'était à la mode, comme les jeans délavés sont à la mode, peut-être qu'ils pourraient vendre leurs vieilles bâches et qu'ils n'auraient plus besoin de faire des petits objets où ils se donnaient beaucoup de mal, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc voilà, j'ai racheté toutes les bâches que je pouvais trouver et donc j'ai sillonné l'Afrique pendant 4 mois, puis après le reste du monde avec ces vieilles bâches. On est en Éthiopie, ils portent réellement ces bambous sur la tête. Ils revenaient des champs et donc je photographiais tous les gens qui revenaient des champs. Donc là, on est beaucoup plus dans une photo voilà, qui est moins construite dans le sens il n'y a pas des poids, des charges qui sont rajoutées. Donc quand j'avais fini toutes ces photos, donc 14 mois de prise de vue, je voulais que ce soit sur un support qui soit, on va dire, en relation avec le sujet abordé. Donc je me suis dit, un papier photo, non. J'ai essayé pas mal de matières différentes, parce que j'adore les matières d'impression. Et je me suis dit, en fait, c'est le bois. Le bois, il est partout dans le monde. Et aussi, il y a toujours cette phrase qu'on entend parfois dans les musées. Tu touches avec les yeux, on touche pas, on touche pas, on touche pas. Alors là, bonne nouvelle pour les enfants. Ils peuvent toucher avec les doigts. Donc, c'est des photos qui sont destinées à l'extérieur, à l'intérieur. On est sur du bois. Et ce qui est sympa dans ce bois, c'est qu'il y a des nœuds. On a des nœuds comme ça. Et ces nœuds se mélangent avec les trous qu'il peut y avoir dans la bâche. On ne sait plus si on est dans l'image ou on est sur l'image. Donc ça, c'était important. Et puis un cadre en métal aussi, des matières que j'aime bien. Concernant les gens que j'ai photographiés, on voit dans l'exposition qu'il y a à peu près un tiers d'hommes, un quart d'hommes si on enlève les enfants, et le reste de femmes. Alors, pourquoi ça? C'est qu'en fait, les hommes, souvent, étaient méfiants. Ils ont vu, avec un appareil photo, ils ont vu soit des touristes qui ont un tout petit appareil photo. À partir du moment où on a un pied photo, on est photographe professionnel. Et donc, c'était souvent des photographes peut-être de pub ou de magazines, enfin, pas des artistes. Donc, la première chose qu'ils me demandent, c'est « nous, on veut de l'argent pour être photographiés ». On ne donne pas de l'argent, pour des raisons que je vous expliquerai après. Et donc, pour arriver à avoir des gens à photographier,
Donc tout le monde dit non, 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 je ne veux pas être photographié, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Puis au bout d'un moment, il y a un petit gamin qui passe devant l'appareil photo et puis qui nous fait une petite tête comme ça, marrante. Je lui montre dans l'appareil photo, il rigole. Du coup, il y a ses copains qui veulent se faire photographier. Donc tous les enfants, c'est le concours voilà, de ceux qui seront le plus photographiés. Du coup, les mères qui avaient dit non, bah, elles sont quand même contentes d'avoir un petit portrait d'elles, d'autant plus que je laisse sur place les photographies quand c'est possible. Et donc voilà, on a d'abord les enfants, puis arrivent les mères. Et puis finalement, les hommes, ils se disent bah non, bah moi aussi, je veux être photographié. Donc ce qu'on fait pour les remercier, c'est qu'on offre plutôt de la nourriture que de l'argent. Souvent un sac de riz, voilà, des choses comme ça. Et souvent, ce sac de riz, on ne l'offre pas directement à la personne. On l'offre, si on estime que le chef de village est quelqu'un qui est respecté, le village tourne rond, comme on dit, on l'offre au chef du village qui va lui redistribuer en fonction des nécessités des habitants. Donc là, on est au Rwanda, dans un tout petit village au Rwanda, de mémoire, ça s'appelle Ngoma. Et donc notre ami Kazim, bah, lui, il vend des valises. C'est Monsieur Valise du petit village. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans un village où il y a une route, un bus qui passe par jour. Donc je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent ces valises qui apparemment datent des années 70. Mais lui, son truc, c'est les matelas et les valises et il ne vendra que ça. Voilà. Donc bah, je trouvais ça rigolo de le photographier avec ses valises. En plus, il est assez... voilà, il aime bien les blagues, il aime bien rire et tout. Donc c'était assez marrant. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on communique. Comment on communique avec des gens qui n'ont pas la même langue. Donc ça arrive parfois, notamment dans certaines ethnies, c'était en Éthiopie, je crois, où donc il y a l'ethnie, après il y a la langue officielle, et puis après il y a l'anglais, et après de l'anglais, bah, bon, le français, mais heureusement je parle anglais. Et donc on peut avoir jusqu'à 3 traducteurs. Donc on demande quelque chose d'un peu complexe, est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça, on fait tel type de travail, etc. Et puis au final, donc téléphone arabe, ça repart dans l'autre sens, et il dit bon bah il a dit oui. Donc parfois j'ai un peu des doutes sur la traduction, je me dis qu'est-ce qu'il lui racontait exactement? En même temps, c'est intéressant de se dire que s'il fait une traduction littérale, avec la culture de la personne, peut-être il ne comprendrait pas. Donc quelle est la part d'interprétation du traducteur pour que ça arrive de la bonne manière dans les oreilles de la personne intéressée? Donc cette photo, c'est la photo spéciale pour les enfants. À chaque fois, je leur demande « Et combien vous voyez de personnes ?» Donc tout de suite, on me dit bah, « Une femme ». Et en fait, non, il y a 2 personnes. Je vous laisse les découvrir toutes seules. Et en fait, ce qui m'intéresse dans cette photo-là, cette dame s'appelle Iché, et dans la photographie d'un autre membre de sa famille qui s'appelle Galet, c'est les logos des boîtes américaines, Coca-Cola, Pepsi, et dans l'image justement de Galet, on a même un carton de four à micro-ondes qui est arrivé donc dans ce tout petit village d'Éthiopie où il n'y a quasiment pas d'électricité. Ce carton, il sert à récupérer, à recycler les bouteilles de coca, les bouteilles en verre, etc. Et on se dit, quelle est l'histoire de ce carton à micro-ondes d'origine russe jusque-là? Et donc j'aimerais bien être une petite souris pour savoir ça. Après, ces photos, elles sont tirées sur du papier. Donc il y en a certaines qui sont tirées sur bois. Elles sont tirées sur du papier parce que je les emmène, en fait je les tire moi-même sur mon imprimante et je les emmène dans les pays. Donc elles ont été exposées au Sénégal pendant la biennale de Dakar, il y a quelques années. C'était important que les photos sortent uniquement du contexte exposition dans un lieu français, voilà. Donc voilà la raison pour laquelle elles sont tirées sur papier. Donc là, on est en Indonésie, on est sur l'île des Badjo. C'est les gens qui habitent sur la mer, sur des maisons sur pilotis. Et donc, Sari et Nifa, c'est les spécialistes de la noix de coco. Elles ramassent des noix de coco pour les vendre aux touristes. Je les ai photographiées parce que
déjà, elles sont fières. Donc dans toutes mes photos, je pense que j'ai donné quand même ce que je ressentais, c'était plutôt un sentiment de fierté de la tâche qu'elles accomplissaient, plutôt qu'un misérabilisme. C'est-à-dire ce qu'elles font, elles ne s'en plaignent pas, elles gardent la tête haute. Et c'était ça qui était important. Si c'était des populations vraiment, je voyais désespérées, dans la détresse, j'aurais jamais fait ce projet. Donc ça, c'était très important de savoir que voilà, la condition peut être très difficile, mais il faut garder de la joie et on peut en faire quelque chose de très positif. Ça, du coup, ce projet How Much Can You Carry, il a donné suite à un deuxième projet 5 ans après, que je viens tout juste de finir, qui s'appelle les Mama Bands. C'est un projet sur le parcours de femmes exceptionnelles. C'est-à-dire que là d'où on vient ne va pas déterminer la vie. Ce qui va déterminer la vie, c'est ce qu'on en fait. Quel est le parcours réalisé par la personne. Donc on peut venir d'un petit village comme ça, si on a une idée, si on arrive à se battre, on peut en faire quelque chose de positif. Donc ça, c'est le nouveau projet qui sort bientôt. Là, on est encore en Indonésie, cette fois-ci au Pays Toraja. Et on est avec Putri. J'habitais chez elle pendant bien 15 jours. Au Pays Toraja, ils construisent des maisons avec, devant la maison, un fronton, comme ça, un énorme poteau, qu'on voit un peu ici. Voilà. C'est un immense poteau. Et c'est des maisons qui ont des toits un peu comme des torii japonais. Quand un membre de la famille meurt, on tue un zébu et on accroche les cornes sur le fronton de la maison. Plus on a de cornes, plus la famille est de haute lignée dans le village. Donc cette petite fille, elle se retrouve un peu coincée, elle a l'âge d'aller au collège. Est-ce qu'elle part dans la ville qui va être à 1-2 heures de bus et elle va être interne, ou est-ce qu'elle reste avec sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère dans le village? Donc il va falloir qu'elle prenne sa liberté ou pas. À ce moment crucial de la vie, on n'est pas quand même adulte, donc c'est difficile. Et donc ça symbolise en fait la tradition et comment on se détache de la tradition, on se décroche un petit peu de la lignée pour aller tenter sa chance autrement, autre part. Ici, nous sommes au Népal, à Katupat. C'est une image qui parle de la fratrie. Comment on vit quand on est l'aîné d'une famille, la petite dernière, celle du milieu. On s'en plaint toujours. Mais moi, j'étais au milieu, du coup, j'avais pas ma place, du coup, j'étais écrasée. Mais moi, j'étais la dernière, du coup, voilà, j'avais tout le temps les parents sur le dos. Moi, j'étais la première, du coup, j'avais le droit à rien, beaucoup moins que les autres. Donc, chacun y va de son mot pour se plaindre, sachant qu'en général, on ne peut pas changer sa place dans la fratrie. Voilà, pour le meilleur et pour le pire. Donc, je leur ai construit un petit escalier, voilà, donc hop, là, comme ça, pour les mettre. L'idée m'est venue en repensant au dessin de Norman Rockwell avec ses petits-enfants, comme ça, avec la morvonnée, les couettes, les cheveux décoiffés, et voilà. Donc, j'ai une personne derrière qu'on devine qui est là et qui, en fait, tient, comme elle peut, l'arbre à enfants. Voilà, c'est une image que j'aime beaucoup, qui a été prise en Inde, près de Bénarès. Et je voulais travailler sur des notions un peu symboliques, et notamment ici sur la vieillesse. Je me disais comment je peux montrer qu'en fait, rien que de se lever, c'est déjà un poids pour une femme de cet âge-là. Et je me suis dit, c'est simple, hein, je vais prendre son lit. Donc on a accroché son lit et on a réussi à soulever cette personne qui est tellement légère. C'était comme une plume, je l'ai soulevée, puis j'ai cru qu'elle allait s'envoler tellement elle était légère. Et donc on l'a mise comme ça avec un coussin, on l'a positionnée, on avait peur qu'elle se casse la figure, et donc on lui a mis son lit, parce que le seul fait de se lever de son lit, je ne sais pas combien de jours ça faisait qu'elle ne s'était pas levée de son lit. Et voilà, je trouvais ça assez beau, assez poétique. Et je pense que voilà, elle a l'air quand même assez heureuse, cette femme, de participer à ce projet. On est à 3500 mètres d'altitude au Népal.
Et je me dis, bon, comment je vais réussir à avoir les gens en photo. J'ai trouvé ma bâche. Alors déjà, je suis très contente parce que c'est une jolie bâche un peu beige. Je m'installe à la sortie, enfin, à l'entrée du village. Et je sais que je vais avoir tous les gens qui vont rentrer des champs avec tous leurs paniers. Et je repère cette vieille femme là-bas. J'ai cru au début que c'était une jeune parce qu'elle allait tellement vite dans les rizières. Enfin, c'est pas vraiment des rizières, mais sur la route que je me dis, tiens, je vais prendre cette personne. Elle arrive, on la pose, elle n'est même pas essoufflée. Moi, je suis complètement essoufflée, on est à 3500 mètres d'altitude. On la pose, on lui met ce panier, on met à peine des cordes, elle le porte quasiment toute seule. Et elle dit un truc, elle n'a pas l'air contente, alors je me dis, zut, ça doit être trop lourd, elle est mal assise, elle est fatiguée, elle veut de l'argent, je ne sais pas. Et en fait, traducteur après traducteur, non, en fait, elle veut une cigarette. Donc en fait, on est à 3500 mètres d'altitude, elle n'est pas essoufflée, elle porte à peu près mon poids en feuillage, et voilà, elle est en pleine forme, elle veut des cigarettes, donc moi, je trouve ça magnifique, cette vitalité. Pour cette expo, ce que je trouvais intéressant, parce qu'on a beaucoup de pays dans l'expo, mais on ne sait pas forcément où est-ce qu'ils sont dans le monde, avoir une carte comme ça, et qui permet de pouvoir voir tous les pays d'un coup d'un seul. C'est pas évident de savoir où est le Rwanda, où est le Népal, où est l'Éthiopie. Donc là, on voit tout de manière immédiate. Donc c'est important pour moi dans les expos de mettre ça. Après, par rapport à la circulation de l'expo, je pense pas que ce soit forcément nécessaire, enfin ça dépend des gens, mais en tout cas, c'est pas nécessaire de lire le texte d'introduction. À la limite, il faudrait presque le lire à la fin, pour comprendre en fait mon propos, mais au moins pendant la visite de l'exposition, pouvoir essayer de deviner, se faire ses propres interprétations. Et voilà. Donc, que ce soit dans cette série ou que ce soit dans d'autres séries, ce que j'apprécie, c'est quand une personne s'arrête sur une image, elle tombe un peu amoureuse de cette image, ou du moins elle est intriguée par l'image, et parce qu'elle est intriguée par la forme, elle veut savoir plus sur le fond. Donc ça, c'est la base de mon travail. C'est l'image qui va t'amener à comprendre la signification dans un deuxième temps. Une chose à savoir importante, quand même, dans cette expo, c'est que les gens ne portent pas réellement sur la tête ces choses-là, à quelques exceptions près. Donc les gens, quand ils visitent l'exposition, ils peuvent se faire leur propre délire. Mais c'est important, en tout cas pour moi, de mentionner que c'est une création artistique, où il y a une intervention avec des cordes, etc. et qu'il y a même une intervention numérique puisque j'efface ces cordes. Pour des animateurs qui vont venir avec des classes, je pense que, bon, alors le lieu est très grand, donc il ne faut pas que ça devienne la foire, mais au moins que chaque enfant puisse au moins visualiser les images d'un étage et se dire, bah, moi j'aime plutôt celle-ci, moi j'aime plutôt celle-là, et qu'après l'animateur puisse leur poser des questions par rapport à telle ou telle image. J'estime qu'à la différence peut-être d'autres séries que j'ai pu faire ou d'autres séries d'autres photographes, elle est quand même assez facile à appréhender cette exposition, quel que soit l'âge. Donc autant les laisser dans leur interprétation, enfin en tout cas choisir une image, ressentir quelque chose par rapport à cette image et après pouvoir parler de tel et tel sujet. Donc ça peut être une famille nombreuse, ça peut être le poids de l'héritage. Il y en a une sur le poids des... Alors c'est à la fois les cartables trop lourds et tout ce qu'on veut faire apprendre aux enfants et ce qu'on veut leur faire rentrer dans le crâne. Il s'agit de Pink Bachanti, je crois. Donc voilà, je pense qu'il faut les laisser un peu libres. En plus, à la Maison des Arts de Créteil, on les voit très bien, les images. On les voit toutes très bien, étage par étage. Donc autant que chaque personne a choisir son image préférée, par exemple. Ce qui est important, que ce soit dans mon exposition à la Maison des Arts, et probablement dans d'autres expositions, c'est que déjà, on n'a pas besoin d'avoir lu toute l'histoire de l'art pour appréhender les images. L'essentiel, c'est d'avoir une émotion qui va, pour certaines personnes, va être sur telle image, une autre personne sur telle autre image. Mais comme je le disais précédemment, les images, elles ont marqué les modèles. Et parfois, ces modèles, ils étaient dans des endroits extrêmement démunis. Ils n'avaient jamais... Pour certains, ils n'avaient jamais vu un livre de leur vie, ils n'étaient jamais à l'école et ça les a pas empêchés de se marrer ou d'être émus par la dame qui portait son lit sur la tête. On ne parlait pas la même langue, j'ai même pas eu besoin de leur expliquer
naturellement, ils ont compris. Et pour moi, j'aime cette série pour ça, parce que ça peut parler à tout le monde. Quand les jeunes filles au Népal, qui sont les unes sur les autres pour parler du poids de la famille, ça s'est passé au Népal. Mais je pense que ça peut tout à fait être vécu par n'importe qui à Créteil ou ailleurs. Donc je parle d'un sentiment universel. Les images, je veux qu'elles, et je pense que c'est réussi, elles parlent à tout le monde, et ça touche des problématiques relatives à beaucoup de gens dans le monde, et c'est pas une histoire de culture, c'est général, quoi.